Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le débat. Faire croiser les partenariats publics-privés servent-ils effectivement les économies nationales? C'est la grosse interrogation qui fait le menu de votre débat Faire croiser ce matin. Peggy, Ludovic Dagba, bienvenue, bonjour à vous. Bonjour à vous, Loris Freddy Davos, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Vous savez, la question fait grand bruit sur le continent depuis quelques temps. Je n'ai plus seulement au Bénin, mais également dans la sous-région. Et sur le continent en général, on pose le problème des partenariats publics-privés dans le sens de servir réellement les économies nationales. Mais tel n'est pas souvent le cas. Elles servent, sinon ils servent ces partenariats publics-privés à d'autres fins. Et c'est pour en parler que nous avons sur ce plateau Paulin Visson. Il est juriste, il est le président du groupe de travail Médias et Économie. Monsieur Paulin Visson, bonjour. Bonjour Peggy. Merci d'être avec nous. C'est moi. Alors, vous avez suivi un peu l'histoire des PPP ici au Bénin. Une loi a été votée, mais elle a été cassée par la Cour constitutionnelle et attend d'être mise en conformité. Mais la question ne se pose plus seulement au Bénin, mais sur le continent, à l'international, on en parle. Est-ce que ces partenariats publics-privés servent vraiment les économies au plan national? Mais dites-nous déjà, vous, en tant que spécialiste praticien du droit, vous qui avez touché un peu, à ces lois-là, à ces concepts-là, vous qui militez effectivement pour l'émergence des privés, du secteur privé, dites-nous, quel est le bien fondé, de manière basique, des PPP, les partenariats publics-privés? Alors, de façon terre à terre, c'est souvent difficile d'aborder ces questions sans rester un peu dans la technicité, mais je vais faire l'effort, comme vous l'avez demandé, pour être effectivement terre à terre. Alors, le partenariat public-privé, son sens, son origine, c'est que les États, de plus en plus, ont des difficultés à pouvoir réaliser les grandes infrastructures, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et donc, l'État ne peut pas tout faire. L'État, la période de l'État-providence où on pouvait compter sur l'État pour tout réaliser, cette période a disparu. Donc, la plupart des institutions internationales, notamment de Bretton Woods, qui encadrent un peu les économies des pays en développement, et notamment africains, commencent par mettre la pression pour dire vous ne pouvez plus vous permettre, l'État, en parlant de l'État justement, vous ne pouvez plus vous permettre un certain nombre de réalisations au plan national. Donc, il faut faire appel au privé. Et ça, le concept a vu le jour en Grande-Bretagne un peu, avec Tony Blair qui a expérimenté, mais très tôt, ça a fait école. Et effectivement, aujourd'hui, le mode classique de financement, disons, des grandes infrastructures, à coût de beaucoup de milliards, de centaines de milliards, c'est pas ce mode-là. Il y a que, classiquement, on dit, oui, on fait appel au privé pour construire sur fonds propres, construire et gérer sur réaliser un projet, ou carrément il réalise et il gère sur une période avant que de les transférer à l'État. Dans tous les cas, c'est une collaboration, c'est une forme de collaboration entre la puissance publique qu'est l'État, donc l'État en général, ou même la commune, la puissance publique, et un privé, généralement personne morale. Voilà, donc, cette collaboration-là est souvent encadrée. La nature du contrat, c'est toujours un contrat administratif. Donc, l'État... Oui, puisque la puissance publique est là. Exactement. L'État se trouve toujours dans une position, on va dire, un peu de dominant, parce que, justement, il est l'État, et à cette qualité-là, il a des privilèges qui lui sont propres. Donc, voilà, globalement. Donc, c'est pour compenser ce déficit financier auquel sont confrontés les États que, de plus en plus, on a décidé de faire appel au privé. Et c'est souvent sous le couvert du partenariat public-privé. Et là, on va dire que le mode exécutoire, notamment, dans ce domaine, c'est principalement la concession. Oui, principalement la concession, mais c'est une forme. Il y a le BOT, il y a un certain nombre de concepts. Mais quelle que soit la forme, comme je l'ai dit, la philosophie qui est derrière, c'est que l'État n'a plus les moyens et se rabat sur un privé pour financer, disons, une infrastructure, un projet. Et évidemment, le privé pour se faire, évidemment, il ne le finance pas. Le privé c'est pas un philanthrope, c'est pas une caisse. C'est pas pour les beaux yeux. Voilà, donc de l'État. Il le fait souvent en espérant gagner.
Et c'est en cela que votre question est intéressante quand vous demandez si les PPP servent véritablement les économies nationales. Oui, mais à condition que l'État qui entend s'engager puisse on va dire, s'entourer de l'expertise requise. Parce que généralement, les PPP, c'est souvent... L'État peut se faire entuber. C'est-à-dire quoi? Un projet qui coûte 20 millions, on peut venir représenter le ventre à l'État comme coûtant par exemple 2 milliards, 200 milliards. C'est possible si l'État, lors de la conclusion de ce partenariat-là, ne se fait pas assister par les experts. Parce que souvent, les PPP, c'est souvent deux approches. Hein. Soit c'est l'État lui-même qui dit, dans tel secteur, j'ai des difficultés. Est-ce que vous privé, vous pourriez me venir en aide en m'aidant à réaliser? Première possibilité. Ou c'est le privé lui-même qui vient voir l'État pour dire, j'ai tel projet qui peut vous permettre de régler un certain nombre de problèmes. Donc, dans tous les cas, l'État doit pouvoir avoir l'expertise, requise. Parce que très souvent, pourquoi est-ce que l'une des raisons aussi, au-delà de ce que les États font face à des déficits financiers, il y a que le privé a une certaine expertise dans la gestion. Le management, ils ont la technicité, ils apprennent. Il y a l'expertise au plan technique. Donc, généralement, sur un projet que vous confiez au privé, ce dernier, il prend souvent le temps de fouiller, de faire les analyses, les projections. Alors, s'il vient vers vous, État, et que vous n'avez pas des répondants au plan technique aussi, eh bien, vous risquez de vous faire entuber. Ça, le risque est là. Parce que, justement, dans la plupart des pays, nous n'avons pas souvent de bonnes statistiques. Hein, aujourd'hui, si vous voulez avoir une idée des relations économiques entre le Nigeria et le Bénin, vous aurez des difficultés parce que la plupart des opérations commerciales se déroulent au noir, sous le marché noir. Alors, imaginez que... Ça échappe au circuit officiel. Exactement, le circuit, il n'y a pas de bonnes statistiques. Et ça, c'est un problème sérieux. Mais comment ça s'explique? Oui, ça s'explique. Il y a beaucoup de raisons. Il y a que les entreprises, de façon volontaire ou involontaire, sont obligées de cacher la vraie réalité. Hein. Ouais, la réalité du fisc est là. Oui, parce que tout le monde n'a couvert avec le fisc. Quand vous discutez avec certains experts, ils vous diront ils produisent deux ou moins 3 comptabilités. Il y a une qu'on produit pour le fisc, une autre comptabilité, un autre bilan. Enfin, parlant de bilan, je veux dire, il y a un qu'on produit au fisc, un autre pour les banques et un autre pour les investisseurs. Donc, au moins 2 à 3 bilans. Alors, voilà. Donc, quand c'est comme ça, c'est difficile, n'est-ce pas, pour l'État lui-même de faire une bonne projection. Parce que si vous n'avez pas de bonnes statistiques, vous allez fausser les données. Et ce risque est là. Parfois même, il y a des informations que l'État, l'administration lui-même, il n'a pas au plan national. Et ce sont les experts étrangers qui ont les informations. Et je ne veux pas brûler un secret en vous disant que si vous prenez un aspect aussi sensible comme le recensement de la population, est-ce que vous savez qu'au Bénin, jusqu'à un passé récent, les opérations de recensement de la population sont financées par les PTF. Les partenaires techniques et financiers. Oui, qui viennent financer le recensement. Mais ça, c'est quand même la souveraineté. C'est ça. Donc, nos données, parfois, sont dehors parce que l'État lui-même ne maîtrise pas parfois. Parce que quand vous financez, vous êtes d'abord le patron. Vous avez la paternité du forcément. Du projet. Vous pouvez même imposer la façon dont on va vous présenter le rapport. C'est pas exclu. Donc, quand vous avez cette difficulté-là, et lors du montage, lors de la conclusion d'un projet PPP, il faut faire attention, sinon le risque est là. L'autre reproche qu'on fait au PPP qui est vrai, c'est que souvent le PPP exclut les petites entreprises, les PME, parce que quand on parle de partenariat public-privé, c'est toujours des montants astronomiques, des milliers de milliards, exactement. Et ça, les PME ou les PMI, effectivement, n'arrivent pas à être consultés ou à pouvoir soumissionner. Oui, mais ces petites entreprises peuvent quand même se contenter d'un petit contrat avec l'État. Bien sûr. Dans certains domaines. Elles sont souvent dans la sous-traitance plutôt. Voilà. Parce que quand vous prenez un grand projet, prenez la voie, ce qui est en vue, le contournement Calavi Porte-Nouveau, forcément, il y aura une entreprise principale. Mais autour de cette entreprise, il y a forcément d'autres qui vont s'engager dans la sous-traitance. Donc, même si directement ces PME n'arrivent pas à contracter avec l'État sur des projets PPP,
elles quand même réussissent à s'incruster dans le Quelque dispositif relativement aux questions de sous-traitance. Monsieur Vissot, quels sont les domaines susceptibles d'être couverts par les PPP? Alors, les domaines, c'est général, c'est au départ, hein, c'est la santé, parfois l'éducation, les infrastructures, la réalisation du pont Passy. Au micro tout à l'heure, vous me disiez que la défense est capable même d'être Exactement. gérée De par plus en plus, les en PPP. France, il y a une bonne partie de la défense est gérée par une entreprise. Mais la défense, quand même, c'est un domaine régalien de l'État. Régalien, mais évidemment, dans tout projet PPP, c'est la différence entre le partenariat public-privé et la privatisation, en fait. Dans tout projet PPP, l'État est toujours présent. L'État a un droit de regard. Non, c'est même au-delà même du droit de regard. Tout se fait devant lui. En fait, pour parler terre à terre, il est présent. Le patrimoine... Mais il y participe? Oui, sa participation, par exemple, c'est de garantir un régime fiscal assez attractif. C'est de garantir la sécurité. Lorsqu'il s'agira, par exemple, de garantir, de construire le contournement Canavi-Porto-Novo, par exemple, l'État doit pouvoir quand même expliquer aux populations, c'est son rôle, assurer la sécurité de l'entreprise et de son personnel, l'entreprise qui est censée réaliser ce travail-là, c'est de son rôle, de sa mission, d'assurer la sécurité. Donc je disais que même la défense, de plus en plus, la sécurité même est gérée par le privé. Le tout est question de quelle est la mission qui est confiée au privé, et cette mission-là est contrôlée, n'est-ce pas, est supervisé par l'État lui-même. Donc l'État n'abandonne pas totalement le privé à son sort, contrairement à la privatisation où, lorsqu'on privatise une entreprise, le patrimoine et la gestion de l'entreprise, tout est confié de façon automatique au privé. Ce n'est pas le cas pour le PPP. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des risques quand on va confier, par exemple, un secteur névralgique de la vie nationale? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Par exemple, le secteur de la santé. Ouais. Vous savez, on a eu droit à cette annonce, l'affermage, ensuite la privatisation, on va dire, du CNHU, par exemple. Ça a soulevé des vagues. Est-ce qu'il n'y a pas de risques à ce niveau? Parce que le privé, je veux dire, les usagers qui sont la population, a déjà quand même d'abord un pouvoir d'achat, un coût supportable pour elle. Mais une fois que le privé va s'inviter dans la santé, au CNHU par exemple, loisible sera pour lui de fixer les coûts de prestation, de fixer les coûts d'accès aux soins dans cet hôpital par exemple. Pas du tout, pas du tout. Et ça il faut que les cadres qui comprennent un peu le français voilà, il faut qu'ils aident ce pays. Parce que moi, j'ai écouté des choses sur l'affermage qui m'ont de personnes plus ou moins, on va dire, intellectuelles, parce qu'au moins, ils ont quand même un certain niveau. Mais quand ils disent ces choses-là, c'est pas sérieux. Le gouvernement a parlé d'affermage. C'est une très bonne démarche. Et la mission de l'affermage, ce n'est pas la rentabilité. C'est l'amélioration, n'est-ce pas, de la prestation. C'est pas, le but qui est visé, c'est pas que l'hôpital, les deux hôpitaux du Nord et le CHU soient rentables au plan financier. C'est pas ça du tout. C'est d'abord l'amélioration des services. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi que notre CNHU depuis un certain temps, c'est pratiquement un mouroir où lorsque vous y allez, vous n'avez pas, si vous êtes très chanceux, vous allez retourner un peu. Vous y retournez vivant. Vivant. C'est ça le problème. Donc, ce n'est pas que on veut privatiser. Il ne s'agit pas de privatiser. Vous parliez de coût de la prestation. C'est l'État qui va définir. C'est l'État qui va définir. Si par exemple, je dis n'importe quoi, une analyse, une prise de sang, c'est à 1000 francs, n'est-ce pas? C'est pas au privé, il ne reviendra pas au privé, que ce soit au CNHU de Cotonou, ou dans les hôpitaux du Nord, il ne reviendra pas au privé de fixer les coûts. C'est l'État qui dit, moi je connais le pouvoir d'achat de ma population, n'est-ce pas? Je vous dis, la plus de 100, machin, c'est peut-être à 500 francs. Ça ne peut pas dépasser 500 francs. Mais ce qu'on dira... Est-ce que le privé sera tenu d'appliquer ça, par exemple? C'est un cahier de charge. Parce que c'est lui qui est appelé quand même à réaliser l'investissement. Il sait à quoi va s'élever cet investissement-là. Il fera des projections. Si l'État a des marges de manœuvre, si il lui faut par exemple, si en lui disant vous aurez le retour sur l'investissement sur 10 ans, il sera obligé d'augmenter le coût.
l'État peut dire, au lieu de 10 ans, moi je vous autorise à aller à 15 ans, par exemple, sur des gymnastiques. Parce que l'État ne doit pas perdre de vue la dimension sociale de la santé. Donc on ne va pas vers l'affermage ou vers une implication du privé dans la gestion, par exemple, du secteur santé pour engranger de profit. Pas du tout. Pas du tout. Donc, mais lorsqu'on me dit on veut privatiser parce qu'on veut gagner de l'argent, je dis c'est du n'importe quoi. Il faut arrêter cette intoxication. Est-ce qu'il y a des domaines qui peuvent échapper au PPP? Alors, des domaines qui peuvent échapper, en principe non. Mais quand on s'organise bien, j'ai donné l'exemple de la défense. Ça dépend de un secteur sensible. Hein? Sensible. Mais pour les États africains, ils se disent, bon, en confiant ça à un privé, n'est-ce pas, ils risquent d'avoir des dérapages. Mais lorsqu'il y a une bonne supervision, le problème que nous avons en Afrique, et pas seulement au Bénin, c'est le répondant au niveau de l'administration. N'est-ce pas? C'est là qu'il y a souvent un problème. Il n'y a pas un contrôle. Parce que tout être humain, hein, si on le met dans une situation où on ne le contrôle pas, où il a l'assurance qu'il n'y a pas un suivi, n'est-ce pas, il va déraper. Mais lorsqu'on est sûr de pouvoir contrôler, n'est-ce pas, il n'y a pas de risque à aller vers le PPP parce que, 1, l'État est présent, 2, l'État dispose des experts, n'est-ce pas, pour le contrôle. Donc, habituellement, les gens pensent, enfin, la sécurité entièrement, on peut, certains pans, mais pas entièrement. Vous n'allez pas remettre, par exemple, la défense du territoire à un privé. Mais vous pouvez, par exemple, au niveau de la surveillance, par exemple, aérospatiale, vous voulez gérer une dimension, on va dire, technique, purement technique, vous pouvez faire appel à un privé, n'est-ce pas, qui va travailler sous la supervision étroite des spécialistes en stratégie militaire et tout. Donc, c'est le manque de répondants en termes d'expertise pour le contrôle et suivi qui fait que parfois, on a peur de dire, à certains domaines, on ne va pas aller vers le privé. Ça, c'est réel. Mais maintenant, lorsque vous prenez au niveau de l'aéroport, les aéroports, il y a des données quand même un peu sensibles. Ils sont sensibles, hein, données sensibles. Qui ne peuvent pas se retrouver dans n'importe quel portefeuille. Mais ça, on le dit. Je vous ai donné l'exemple où au Bénin, pendant longtemps, même récemment. Le recensement de la population est financé par les PTF. C'est plus dangereux même que confier un pan de votre sécurité à un privé. Mais celui qui finance l'opération, le recensement, il a accès à tout. Comme quoi, il y a des risques à tout laisser, à tout appliquer. Il y a des risques si le contrôle n'y est pas, si l'expertise n'y est pas. Et c'est ça. Alors connaissant notre lacisme légendaire, parce qu'il faut le dire, hein, c'est pas heureux, mais malheureusement c'est notre réalité. Est-ce qu'il ne faut pas faire échapper à ce PPP certains domaines? Je pense que c'est plus prudent. Un peu sous l'eau. C'est plus prudent, mais encore que quand on dit ça, c'est un secret de polichinelle que la plupart de nos informations sont dehors. Vous savez très bien que même en termes de téléphone, je ne peux pas prendre le téléphone aujourd'hui. Qui contrôle le téléphone? Quand vous êtes ici, vous appelez un pays africain, l'appel pas d'abord dans un autre pays avant de revenir. C'est ça le problème. Internet, la connexion Internet aujourd'hui, qui contrôle ça? C'est pas le Bénin qui contrôle. En fait, donc l'information, les données, même nos mails. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai le collègue a un ami qui travaille dans une ambassade ici au Bénin. Une ambassade, ça c'est du réel, c'est du vécu. Et il était à l'ambassade, il a postulé à un autre poste. Il a envoyé ça par mail depuis la maison. C'est pas qu'il a envoyé le mail de son bureau. Il a envoyé le mail, n'est-ce pas, de la maison, de son ordinateur à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé le lundi? Son supérieur hiérarchique imprime le dossier qu'il a envoyé par mail à la maison, imprime le dossier et vient le jeter devant lui pour dire, monsieur, c'est la dernière fois que vous ferez ça ici. Si vous voulez, vous avez dit, si vous voulez postuler, vous nous informez avant de postuler. Vous le faites prochainement, vous serez viré. Wow. Donc, non seulement le mail qu'il a envoyé, le mail n'a pas pu aller. Deuxième chose, le supérieur hiérarchique a imprimé le dossier et lui a remis ça pour dire, monsieur, si vous faites ça la prochaine fois, vous serez viré. Et ça veut dire que ce sont ses droits qui sont violés. Oui. Il y a non-respect des clauses de confidentialité. Attendez, sa vie privée. Je ne connais pas le type de contrat qu'il a signé avec l'ambassade là. Mais c'est pour vous dire qu'en réalité, nous ne sommes pas en sécurité. En réalité, toutes nos données sont dehors.
Donc, dire que on va pas le faire parce qu'on craint que, je dis, c'est un faux débat. C'est pas seulement le Bénin, hein, la plupart des pays africains, nos données sensibles se trouvent soit dans la mère patrie, hein, puisque la plupart des pays ont été colonisés. Et puisque vous parlez de partenariat public-privé, vous avez même vous-même lié, donc vous êtes lié, on va dire. Oui, mais le problème, c'est que il faut pas, c'est-à-dire il faut qu'on soit réaliste, je veux dire. Aujourd'hui, l'État ne peut plus tout faire. On est obligé, n'est-ce pas, de faire avec le privé. Maintenant, pour le faire, il faut que l'État soit suffisamment sage en achetant. Je dis ça comme ça, en achetant l'expertise pour au moins limiter les dégâts. Mais dans tous les cas, quels que soient les dispositifs que prendra l'État, n'est-ce pas, on n'est pas à l'abri totalement à 100% de risque. Parce que même si ce privé est correct, il y a d'autres sources, d'autres ouvertures qui nous exposent en réalité. J'ai parlé dans l'exemple de la connexion Internet. Récemment, on est en train de vouloir confier on va dire, l'information qui vient sur le continent. On ne contrôle rien, c'est pas nous qui la contrôlons. Je parle de l'Afrique. Alors quand c'est comme ça, on peut vous manipuler à tout moment. Donc, c'est un problème assez sérieux. Vous êtes manipulable Manipulable à chaque seconde. Ça, c'est le risque, hein, malheureusement. Et il faut implorer, n'est-ce pas, que les médias rentrent dans le jeu pour la sensibilisation. Parce que nos chefs d'État n'ont pas encore compris. Hein, pas encore compris là où se trouve. C'est pour ce qui est des limites des PPP, la sécurité. La sécurité, c'est un peu sensible. C'est sensible, mais en réalité, nous ne sommes pas en sécurité. Hein. C'est-à-dire que depuis les États-Unis ou depuis n'importe quel pays occidental, on est capable. On est capable, n'est-ce pas, de localiser votre chef d'État où est-ce qu'il est. On peut voilà, c'est compliqué. On ne va pas rentrer dans les détails. On s'apprête à. Mais c'est compliqué, la situation que vivent les pays africains. On s'apprête là à rentrer dans le RAVIP. Déjà, ce que vous dites est un risque qui est là. Comment peut-on y échapper, par exemple? Non, ça encore, c'est quand même. C'est quand même très sérieux. Il faut que Est-ce que les États eux-mêmes ne peuvent-ils pas recourir au financement de ces actes? Le recensement, c'est quand même trop intime, trop important. C'est un élément à grand enjeu pour notre peuple. Parce qu'on veut identifier chaque population ici au Bénin. Oui, il faut le financer, mais ça se programme. Il faut que nous puissions... Et ça, c'est à tous les niveaux. C'est vrai que généralement, on regarde le gouvernement, on regarde ceux qui dirigent, mais en réalité, c'est un effort collectif. Je précise pour avoir suivi une première formation sur le RAVIP que l'État n'attend pas des investissements des PTF pour enclencher le RAVIP. C'est tant mieux. Ça a été dit, clairement dit. Pour enclencher, d'accord, mais pour finir. Même pour finir, l'État n'attend pas les PTF. Ça aurait été bien. Il peut avoir des propositions plus tard. Mais l'État n'attend pas. Donc la porte est laissée ouverte. En tout cas, l'État n'attend pas des investisseurs étrangers ou des partenaires techniques et financiers pour conduire le RAVIP. Est-ce qu'ils ont dit que le financement est bouclé, par exemple, pour le RAVIP? Ça a été dit. Ça a été clairement dit à la formation. Tant mieux. Moi, la première fois quand j'ai un cadre de l'INSAE m'a donné m'a révélé cette information, que le recensement de la population se fait financer. Moi, j'ai failli piquer une crise. Je dis, ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Donc, si le gouvernement, l'actuel, en arrive... L'État s'est avisé des limites dont vous parlez. Absolument. Des risques dont vous Il y a ce risque-là. Et on arrive à cette conclusion, à cette décision. Moi, je leur dis bravo, félicitations. C'est un acte courageux. Ça n'arrive pas toujours dans les pays africains. Donc, ça, il faut saluer ça. Ça veut dire qu'on a réfléchi à la question. Absolument. Et c'est une bonne chose. Il faut veiller. Plus tard, il faut veiller. De grosses pointures après qui pourront peut-être prendre des pans. Mais là, pour l'instant, pour enclencher et pour le suivi de l'opération, l'État n'entend pas les PTF. Ça, c'est une bonne chose. Bravo. C'est une bonne chose. Alors, parlons maintenant des conditions. Est-ce que pour que les PPP puissent quand même se réaliser, il faut des conditions? Est-ce que n'importe qui peut se lever, n'importe quelle entreprise, ou l'État peut appeler un kidam pour venir, contracter, ou en tout cas à qui on va confier un domaine sensible? Alors, généralement, on va au PPP avec les experts du domaine. Si vous voulez vous gérer un aéroport, par exemple,
vous n'allez pas chercher un spécialiste. On va souvent, généralement, vers des experts du domaine. Ou un privé qui n'est pas forcément du domaine, mais qui peut acheter l'expertise. Soit je suis un spécialiste, n'est-ce pas, de la gestion aéroportuaire, première possibilité. Deuxième possibilité, je ne suis pas du tout du domaine, mais j'ai démontré, je fais la preuve à l'État que je peux acheter l'expertise pour gérer, pour faire le travail. Ça, c'est l'un ou l'autre. Donc, il faut démontrer la capacité. La capacité. Soit vous êtes vous-même expert, soit vous avez les moyens vous permettant d'acheter l'expertise. D'avoir l'expertise. Voilà. Donc, c'est souvent ça. Et généralement, on ne va pas vers quelqu'un qui ne connaît pas le boulot. C'est-à-dire, quand je dis qu'il ne connaît pas, ce n'est pas forcément que lui-même ne connaît pas. C'est-à-dire, même si lui-même ne connaît pas, il vous présente... être capable de pouvoir mobiliser l'expertise. Exactement. Donc, la question de la connaissance du domaine dans lequel on veut contracter avec l'État, elle est importante. Deuxième chose, c'est le cadre juridique. C'est le cadre juridique comme condition de réussite. Vous avez dit le cadre juridique. Parce qu'il faut bien que le processus soit dépouillé de tous actes, de toute velléité de népotisme. Parce que si, c'est souvent une question de gros milliards, de beaucoup de milliards. Donc, si vous n'avez pas un process bien clair, où il n'y a pas des fonctions, il n'y a pas un cumul de fonctions incompatibles. Hein, les mêmes personnes qui sont au montage sont au suivi et au contrôle. Si c'est ça, il y a un problème. Alors, quel est le rôle, si c'est le gouvernement qui doit conduire, quel est le rôle de l'Assemblée nationale, par exemple? Quelle est la place, disons, des acteurs de la société civile, des médias, autant de personnes pour donner des informations sur le privé qu'on a? Parce que si vous avez un privé en face de vous, ou quelqu'un qui se positionne, et qui, quand vous interrogez son record en termes d'expérience, vous vous rendez compte qu'il a entamé un projet similaire dans d'autres pays qui n'a jamais fini. Qui a délaissé. Si vous avez ces informations-là et vous foncez droit, vous risquez au terme de prendre des risques sur le long terme. Vous risquez d'hypothéquer, n'est-ce pas, l'avenir de la génération, parce que les projets de PPP, c'est souvent sur 30, 40, 50 ans. C'est des projets de longue durée. Donc, les bénéficiaires de ce projet-là, ça parfois... Ça s'étale sur le temps, la génération présente et surtout la génération future. Donc, il faut faire de bonnes, et aussi, il faut avoir des experts, hein, des gens qui peuvent vous faire des projections en termes de statistiques, voilà, donc en termes de finances. C'est à la fois les finances, l'économie et le juridique. Donc, lorsque vous avez l'expertise de ces trois secteurs-là, combinés, ça vous permet de limiter les dégâts. Mais lorsque vous n'avez pas, le risque est grand que le privé vous passe du savon sur la tête. Mais il y a des points, ou un au moins, sur lesquels la vérité ne se dit pas toujours. C'est la capacité financière. Oui, la capacité... Là, on peut jouer à beaucoup de jeux. Non, la capacité financière, puisque c'est le privé qui doit pouvoir réaliser le projet. Oui, de quels moyens dispose l'État, par exemple, pour pouvoir se rendre compte de la réalité, de la fiabilité des déclarations de contractants? C'est sur les garanties. On lui demande, par exemple, lui, il n'est pas une banque, n'est-ce pas? Mais on lui demande de nous faire la preuve que derrière lui, il y a des financiers. Et ça, c'est pas compliqué à démontrer ça. Il suffit que les banques qui doivent financer l'opération envoient un document, des lettres de garantie ou de caution ou tout document les engageant juridiquement. C'est aussi simple que ça. Dans les affaires, c'est pas compliqué à prouver la capacité financière de quelqu'un. Une banque peut dire, lorsque la banque écrit ou des banques écrivent à l'État pour dire nous engageons de façon ferme et irréversible à financer telle opération sur telle durée, quelle autre garantie voulez-vous? Il y a quand même un cas actuellement sur le tapis. Je veux parler de cette route en construction où le premier adjudicataire a dû être mis de côté. Non, ça, il faut... Je veux parler de l'entreprise sud-africaine. Non, il faut que... Moi, parfois, je suis peiné pour ce pays. Je ne sais pas ce que nous voulons. Le contrat administratif, le droit administratif est très clair. Hein. Si vous êtes bénéficiaire d'un marché public, n'est-ce pas? Alors même que vous n'avez commis aucune faute, vous n'avez rien fait de mal dans l'exécution du contrat, l'État, à tout moment, peut vous retirer le contrat. La seule condition, c'est que si vous avez exposé des frais, il vous dédommage et il vous met de côté. L'État peut, quand bien vous avez régulièrement gagné un marché, il peut vous le retirer à tout moment. Mais si entre-temps, vous avez exposé des dépenses, vous avez des études de faisabilité, vous avez fait ça, monsieur, faites-nous le point. Je vous paye votre argent et vous me foutez le camp.
L'État peut le faire. L'État peut le faire. Et donc, moi, je n'ai pas compris quel est le problème. Et même, on est même allé jusqu'à dire, oui, l'État, au début, ils ont dit, ils vont pas préfinancer. Et finalement, on met de l'argent à la disposition de l'entreprise. Quel est le problème en droit? Il n'y a aucun problème. Les règles contractuelles entre l'État et le privé, lorsque l'État est parti à un contrat, l'État peut changer, peut modifier en votre faveur ou en votre défaveur les règles du jeu. À tout moment. La condition, c'est que s'il y a dommage, s'il vous cause un préjudice, il répare. C'est tout. Mais là, quelle est la garantie du privé qui vient? Non. Si moi je m'engage, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. Et qu'à la fin, parce que pour rien, l'État se lève, l'État se donne le droit. Vous n'avez pas saisi ce que j'ai dit. J'ai dit de modifier. Si vous venez, d'accord, l'État vous a dit, ce dossier, je le confie à M. Dagba. D'accord? Je vous le donne. Ouais. Vous commencez, vous avez engagé des frais. Vous avez fait des études, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, moi, État, je vous dis, je ne vous veux plus. Je ne vous veux plus. Mais pourquoi? Il doit avoir une base. Non. Une base claire. Non, le droit, le contrat administratif, ça c'est un juridique deuxième année. Et mon prof, en son temps, à son âme, il a été clair pour dire, quand vous avez un contrat avec l'État, vous n'êtes assuré de rien. Mais il faut veiller à ce que, si l'État, dans ses gymnastiques, vous crée de préjudice, il doit réparer. C'est la condition, c'est la seule limite. Sinon, l'État peut vous donner un contrat, demain il vous le retire, après demain il vous le donne. C'est tout. Oui, mais le risque est là que le risque est là que demain l'État vous appelle et que vous refusiez. Non, si vous refusez, il va. Non, si vous refusez, il va. Non, ce que je dis, je le caricature, mais ça n'est pas l'appareil. Je vous ai dit. C'est comme si l'État a son pouvoir. Ça frise de la dictature. C'est pas de la dictature, c'est du droit. Ça fait partie des prérogatives de l'État. Je vous ai dit, si dans les changements, il vous crée un préjudice, il va réparer. Mais si vous en créez pas. Si vous ne le créez, il ne vous crée pas de préjudice, quel est votre problème? Le problème, c'est qu'il me retire le marché. Oui, mais c'est ce que je dis. Il n'y a pas, c'est du pile ou face là. Ce que vous allez me dire, je vous ai confié le marché, non? Vous dites, oui, j'ai déjà formé, j'ai déjà fait des études. De gros fonds. Faites-moi le point, justifie-moi le point, je vous paye et vous partez. Vous partez, vous n'avez pas à discuter avec l'État, c'est quand même une puissance publique. Je ne comprends pas. Les gens, soit ils connaissent et ils sont de mauvaise foi ou ils ne connaissent pas. Il faut arrêter ça. Et en plus, le problème dans le dossier, c'est une entreprise nationale qu'on a remis le dossier. Quel est le problème en droit? Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Je dis, si l'entreprise sud-africaine dont vous parlez estime que dans ce processus-là, il a subi un dommage, il exprime, l'État béninois va viser. Mais on ne peut pas lui dire que pourquoi l'État lui a retiré le marché. Ça n'a pas de sens en droit. C'est désormais su. Ça s'enseigne en sciences juridiques deuxième année. Quelqu'un qui a fait son droit deuxième année, il va vous répondre. On va continuer de creuser ce dossier en question et on pourra y revenir plus tard. Il n'y a pas de souci, je suis dispo. Il n'y a pas de problème pour ça. Peggy, c'est presque tout. C'est presque fini. Juste à demander à Pauline Vissot si on ne pourrait pas avoir d'exception dans le cas des PPP. Oui, on l'a dit un peu, l'exception pour ce qui concerne les données à caractère véritablement privé, intime, bon, on peut être réservé. Encore que, je dis, ça dépend, c'est une question, le PPP, voyez-vous, c'est une question d'état d'âme. C'est les mentalités. Il y a par exemple, ailleurs, on peut dire, bon ça, on peut confier à un privé. Ça dépend aussi du degré de supervision de l'État lui-même, l'expertise dont il dispose pour la supervision du privé. Mais il ne faut pas penser que le privé, voilà, il est venu pour gruger. Non, il faut qu'il revienne à l'État. De prendre ses dispositions pour que le privé puisse être encadré pour être maintenu dans son couloir de marche. Merci à vous pour l'invitation. Vous nous avez permis quand même de comprendre un certain nombre de choses dans les PPP. Nous les avons exposées, étalées pour qu'on puisse aller au fond et savoir désormais de quoi retournent les PPP. Je crois qu'au Bénin, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale pour garantir et pourquoi pas aider à l'exécution de ces PPP. Malheureusement, cette loi a été cassée par la Cour constitutionnelle. Nous espérons que d'ici à là, les députés sauront faire ce qu'il faut pour la mise en conformité afin qu'elle soit promulguée pour désormais pouvoir régir un peu ce partenariat, cette collaboration entre les privés et l'État. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine pour une autre immersion dans le domaine du droit, des finances, de l'économie.